Donc on démarre avec Boris Saragalia. Bonjour, Bonjour. Boris. Ravi de te voir depuis un moment d'ailleurs, hein, mais tu es à Grenoble, Boris, Exactement. voilà, et puis il y a le business. Exactement, Et les puis, affaires à faire tourner. il y a la tempête qui s'est levée quand même ça. pendant le Covid. Alors, donc je reprends 2006, Spartoo. À un moment, pourquoi j'ai rencontré Boris Saragalia la première fois, c'est qu'il en pouvait plus qu'on ne parle que de Sarenza. Tu te souviens, Boris ? Exactement, tout à fait. Sarenza était très médiatique, on en entend un peu moins parler maintenant. Mais il disait, mais arrêtez, il envoyait des mails et tout, mais arrêtez, il gagne pas d'argent, c'est pas possible, machin, etc. Et tout. Cela dit, t'en gagnais pas non plus, toi, Spartoo. J'en gagnais pas beaucoup, mais j'en perdais moins que lui. Mais il y a quand même une histoire de croissance dans le déficit financé par... Alors, on n'appelait pas ça des levées de fonds, d'ailleurs, à ce moment-là. C'était des investisseurs. Oui, des investisseurs. Les tailles de capital levées il y a 10 ans, c'était 10 fois moins importantes que les tailles de capitaux qui sont levées actuellement. Ça, c'est clair. Il y a un gros changement, on va dire, ces 5, 6, 7 dernières années, avec l'afflux d'injections d'argent un peu partout et des rendements qui baissaient, et tout est arrivé dans le capital risque. Et le capital développement, qui était une branche de l'investissement qui était très peu présent en Europe, et qui là s'accélère depuis 3-4 ans. Est-ce que tu en profites, toi, de cette accélération ? C'est-à-dire, est-ce que Spartoo est en train d'accélérer justement parce que longue expérience et tu peux aujourd'hui amener des résultats solides à des investisseurs potentiels ? Nous, on a fait le pari. On a eu 2 grandes phases. On a eu une phase de grosse accélération peu profitable, et après une phase depuis 5-6 ans où on a fait qu'augmenter nos profits pour ramener du cash, pour pouvoir aller sur des projets comme André, pour pouvoir continuer à nous développer sereinement. Et c'est vrai que je préfère cette partie-là du développement, un développement beaucoup plus robuste, qui génère de la trésorerie, qui permet après de faire des acquisitions, qui permet de nous accélérer sur certains pans d'activité où on n'aurait pas pu peut-être y aller. Tu donnes ton chiffre d'affaires ou tu donnes pas ton chiffre d'affaires ? 190 millions d'euros de chiffre d'affaires, et on a été bien profitable l'année dernière grâce aux 4 derniers mois de l'année dernière, c'est-à-dire 2020. 2020. On a eu une année en 2 temps. On va en reparler. Tu as eu une année dans... Donc, 2018, c'est ça ? 2018, tu rachètes André, donc la marque quand même iconique de la chaussure, à Vivart. En pleine décomposition, hein, d'ailleurs c'est pas tout à fait fini la décomposition du groupe Vivart ou Vivarté. Finalement, donc tout ça s'est terminé à la barre du tribunal de commerce il y a combien de temps le 5 août. Le 5 août, donc il y a 6-7 mois. Donc c'est le Covid qui a tué André ou c'est Spartoo qui a tué André ? Alors, la marque André avait déjà des difficultés historiquement. Quand on est rentré dans cette affaire. André perdait plus de 15 millions d'euros par an, et on est arrivé là avec un projet que je crois 15 millions d'euros de pertes sur quel chiffre d'affaires ? Par an, sur une centaine de millions. Ouais. Voilà. L'idée, c'était, et je crois toujours à cette stratégie-là, la combinaison d'activités fortes online et de marques qui se développent dans le physique aussi. Et quand on a pris André, on a fait un chantier terrible pendant 12 mois. De juillet 2018 à juillet 2019, on a travaillé énormément avec les équipes d'André et les équipes de Spartoo pour repositionner la marque sur son cœur de clientèle qui était la famille accessible. Donc on a réduit les prix, on a enlevé toutes les centrales d'achat, on a fait ce qu'on appelle les carve-out, c'est-à-dire on a isolé la finance, isolé la paye qu'on a repris en interne, on a rénové des magasins, on a ramené le sport, on a ramené l'enfant, on a ramené le web. C'est-à-dire, tu as écarté les centrales d'achat, c'est devenu Spartoo en fait, la centrale d'achat. Au lieu, dans les grands groupes industriels comme ça, il y a des sociétés intermédiaires qui font de la marge pour rien. Donc là, on est retourné dans les usines, on s'est rapproché des usines, on est redescendu dans le terrain. En direct pour gagner en marge, et on a pu baisser les prix de revient de 15 à 20%. J'ai remis les prix d'achat au niveau de 2010. Voilà. Simplement, quand vous baissez les prix de vente de 15% pour retourner sur la clientèle accessible à CSP moyenne, le chiffre d'affaires il baisse. Et en septembre-octobre, il y a eu aussi l'arrivée des Gilets jaunes le samedi qui nous a fait quand même beaucoup de mal. Et André a un très très beau réseau sur Paris. Et donc du coup on a souffert. Les trafics étaient baissiers, les prix de vente que j'avais fait baisser, je perdais en chiffre d'affaires. Même si on a fait énormément pour améliorer la productivité, c'est-à-dire le chiffre d'affaires par heure travaillée, on n'a pas réussi. Et à partir d'août, on a vu les fruits du travail payés. Août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, des croissances organiques positives. Donc là, on est février 2020, c'est ça, février 2020, juste avant le confinement. Exactement. Avant le confinement. Exactement. Et en fait, nous, on a des activités en Chine et des activités partout en Europe. Et en Chine, on avait vu, même sur Internet, dès début janvier, ça coupait. Donc on s'est dit, oulala, même sur Internet, on sent une tension, et c'est cette pression psychologique au niveau du commerce qui fait qu'on consomme moins. Mais bien sûr. Janvier, on a commencé à avoir des tensions sur l'Italie, qui commençait à, zone par zone,
à fermer. Et début mars, on a senti une petite tension. On a commencé à discuter avec des administrateurs judiciaires, avec des conseils pour savoir ce qu'on allait mettre en place. Et le 15 mars, le confinement. Et là, je suis allé chercher des emprunts, j'ai essayé PGE, de tout ça, PGE, machin et etc. tout. Ça n'a pas fonctionné pour André. Pour Spartoo, j'ai pu avoir les PGE. T'as pas eu de PGE pour André? Non. Parce que le truc était déjà structurellement déficitaire? Sur un plan légal, j'y avais droit. Voilà. Après, j'ai essayé de demander à la BPI par exemple, j'ai pas eu les prêts et bon voilà. Après donc du coup j'ai dû déposer le bilan le 31 mars. Mais quoi, à la limite, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Tu t'es pas battu plus que ça non plus pour l'avoir parce que tu savais qu'avec une dette en plus, André allait déjà mal. On s'est battu. On a demandé au tribunal de commerce une semaine de plus et on remercie les tribunaux parce que c'était compliqué à ce moment-là. Quand il y a eu le confinement, de tenir les tribunaux ouverts, c'était pas facile. Les tribunaux à un moment donné voulaient fermer. Moi c'était no man's land à ce moment-là. Donc le président nous a laissé une semaine. Mais j'ai eu un refus. Donc à un moment donné, je perdais 400 000 euros par jour. Donc on reste une ETI taille moyenne. Donc 400 000 euros de chiffre d'affaires par jour. 400 000 sur 15 jours, puisqu'il y avait 15 jours de confinement. Ça fait pas mal d'argent. Hein. Voilà. Et plus je voyais que j'avais ce qui est très dur. L'État a fait beaucoup sur la partie compte de résultats avec le chômage partiel, etc. Mais vous aviez tous les fournisseurs à payer. Bien sûr. Donc tous les stocks. Plus un certain nombre de loyers, j'imagine. Et plus les loyers. Plus les loyers. Où là, les bailleurs, à ce moment-là, ne jouaient pas le jeu. Mais puis les bailleurs, enfin bon, bref, c'est un autre débat. Mais eux aussi, ils sont dans des situations parfois difficiles. Hein. Pas facile, mais ils ont servi beaucoup de dividendes. Donc ils auraient peut-être gardé un petit peu plus d'argent. Un petit peu. Bref. Un petit peu. Mais en tout cas, ils n'ont pas fait plus d'efforts ou moins d'efforts que les autres. Mais en tout cas, voilà, on n'a pas réussi à se mettre d'accord avec eux. Et on a eu une procédure. Du coup, on a déposé le bilan 31 mars. Et puis, on a eu une procédure avril, mai, juin qui n'était pas facile. Je remercie les administrateurs judiciaires, les tribunaux aussi, parce que c'est pas facile de. Mais juin, t'as pas eu cette espèce de rebond là? T'as eu cette espèce de rebond que tout le monde a eu. Il y a eu un rebond, mais croyez-moi, quand vous êtes en redressement judiciaire, la confiance des partenaires autour, c'est difficile. La confiance des salariés, c'est pas facile. Alors c'est ça, c'est très important. Non, c'est pas facile. C'est-à-dire qu'en fait, tes fournisseurs, ils te livrent au compte-gouttes et il faut que tu payes au cul du camion. Exactement. Donc ça, c'est vraiment. Dès qu'un de tes vendeurs a une opportunité, il file. C'est vraiment difficile. Et il faut comprendre un truc, ce qui est à la sortie du confinement, il y a des secteurs qui sont très fortement développés, il y en a d'autres moins. L'univers du jouet, l'univers de la déco d'intérieur, l'univers de tout ce qui est bricolage a très très bien fonctionné pour le confinement. Néanmoins, l'univers de la chaussure, n'ayant pas d'usure, n'ayant pas tout cela, c'est pas le secteur qui est reparti le vent en poupe arrivant en juin. Est-ce que, alors, tu dis la stratégie elle est toujours bonne. Moi ce qui m'intéresse beaucoup, Boris, c'est que si un gars était capable de digitaliser le commerce, c'est toi quand même. Et si tu n'y arrives pas, tu te dis, pas pour. Alors, ce segment-là bien particulier, habillement, chaussures, etc., ça va peut-être être compliqué. Alors, on a eu quand même depuis 2-3 ans quelques vents dans le dos, quelques vents frontal dans le commerce globalement. Parce qu'entre les gilets jaunes, les retraites, le Covid, c'est vrai. Je pense qu'il faut voir ça avec un peu plus de recul. C'est une parenthèse de vie qui est pas facile à vivre pour tout le monde, ce climat social et puis après ce climat maintenant anxiogène lié au Covid, c'est pas facile. Mais je pense que sur le très long terme, il n'y a aucune raison que ce modèle économique ne fonctionne pas et mieux que les autres s'ils sont traités séparément. Donc, non, je crois beaucoup à ça. Après, je pense que là, on n'a pas eu la bonne fenêtre, à mon sens. Mais on y croit toujours et on ira. Non, mais c'est vrai que j'avais pas pris la mesure. Tiens, c'est la patronne de Pomme d'Api, je sais pas si tu connais cette marque. Assez formidable. Tiens, il faudra qu'on la réinvite d'ailleurs, savoir où est-ce qu'elle en est. Qui disait qu'elle a l'impression d'être face à un rocher avec les vagues qu'elle prenait dans la tête, les unes derrière les autres, comme tu dis, les grèves, les gilets jaunes. Et à chaque fois, c'est un peu de ton bilan qui s'affaiblit. Et c'était les samedis. Et il faut comprendre que dans le commerce, sur 5 jours, vous faites de l'argent le mercredi et le samedi. Et un peu plus le samedi que le mercredi. Donc tous les jours de la semaine, vous ouvrez finalement pour faire le business du samedi. Donc quand le samedi, vous ne pouvez pas, parce qu'il y a des mouvements sociaux, c'est très compliqué. Et que vous avez une pression sur le loyer qui reste, et vous avez quand même des gens à payer aussi. Donc vous avez toute la structure de prix à payer. Bien sûr. Voilà. Alors, tu continues à penser que, c'est-à-dire, Spartoo, un jour, va retourner essayer de monter un réseau de boutiques ou racheter un réseau de boutiques ou travailler avec des indépendants. Ou travailler avec des indépendants. Et c'est ce qu'on fait. Donc on a racheté des marques récemment dans le haut de gamme, dans l'enfant, à la barre du tribunal, qui sont reparties en croissance en 2020. Donc comme quoi même des entreprises qui sont parties au dépôt de bilan peuvent redémarrer. Et ça c'est très bien. Petite alors celle-là. Ouais, c'est des marques 4, 5, 6 millions d'euros. GBB, Little Marie et Easy Peasy. Ce sont 3 marques enfants haut de gamme. Et là on va aider les indépendants. On va leur vendre ces produits. On leur fait des modèles économiques
quasiment en Mais alors, dépôt-vente c'est des marques qui elles-mêmes existaient sur le marché. mais franchissent des indépendants alors. Et qui sont déjà présents dans des indépendants et qu'on développe. D'accord. Donc on va faire du porte-à-porte, on a des commerciaux qui se baladent en France pour leur vendre des nouveaux produits. Et là, on a depuis 5 ans développé énormément la marketplace pour les magasins. Sur 700 partenaires, on a 250 magasins. Donc des petits indépendants qui font du chiffre d'affaires 50 000, 100 000 en moyenne. 700 partenaires, donc tu as la marketplace, à côté de Spartoo, la marketplace, voilà, exactement. 700 partenaires, voilà. 250 magasins en donc, France. Ah oui, c'est ça. Donc ça veut dire que c'est des gars qui ont 2-3 magasins maxi. Voilà, et qui ont des magasins et qui vendent des produits chez nous, et on fait 100 à 150 000 euros de chiffre d'affaires par an. Il y en a qui font 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an, alors qu'un magasin moyen fait 300 000 euros. Hein. D'accord. Donc on fait ça, et là on vient de lancer ce mois-ci notre logiciel de caisse pour numériser complètement leur activité. Donc c'est un logiciel de caisse qui permet qui permet de faire le stock, gestion des stocks en magasin, bien entendu, mais qui permet de vendre sur toutes les marketplaces, la nôtre, mais Amazon, mais La Redoute, mais toutes les marketplaces, qui permet de les transformer en points relais et qui permet d'utiliser notre centrale d'achat. Et on est en plein dans la numérisation des indépendants. Aujourd'hui, le monde des indépendants est quand même un monde à moderniser sur le plan du digital. Et on veut les aider. Et donc là, on lance en février, début mars, notre logiciel de caisse. Et on capitalise sur tout ce qu'on a fait avec André, sur tout ce qu'on a pu faire avant avec nos magasins, parce qu'on a quand même nos magasins. Mais ton logiciel de caisse, c'est toi qui l'as mis au point ? Nous, on développe tout nous-mêmes. Tu développes tout toi-même ? Tout nous-mêmes depuis 15 ans. Donc les logiciels de caisse, les WMS, le web, le CRM, les technologies de caching. Il y a Miracle qui va venir là. T'as pas envie de leur dire je vais lui poser la question parce que figure-toi que t'es pas le premier à me le dire. Il y a un autre entrepreneur assez dingue comme toi, le fondateur de Vroomly, je sais pas si tu connais, qui digitalise les garages. Hein, c'est intéressant ça. Mais pourquoi j'irais chercher un spécialiste de la marketplace ? Je l'ai écrit moi-même. Non, on n'en a pas besoin et tout. Donc voilà, elle va venir nous dire pourquoi on a besoin d'un expert. Oui, d'accord. Et donc ça, en fait, c'est la bonne formule. Parce que tu te charges pas de coûts de structure qui derrière peuvent se retourner contre toi. Je veux allier les deux forces. L'indépendance, c'est les meilleurs pour opérer le commerce. Ils ont le sens des euros, ils ont le sens de l'engagement, ils ont le sens de leur... Du client, quand même, peut-être un jour. Du client, tout à fait. Et nous, on leur apporte toute la paix technologique et digitale qu'ils n'ont peut-être un peu moins que nous. Et en alliant nos deux forces, leur savoir-faire du commerce, le client, la sensibilité aux euros, la sensibilité du produit, et nous, on va leur apporter la fluidification pour pouvoir les aider à vendre sur Internet, et à leur ramener du client avec les points relais. Et on pense que ça, c'est très très bien pour accélérer. Et il y a un lien entre Spartoo et l'ensemble de ce réseau. C'est-à-dire il y a un lien commercial. Si moi je tape bêtement Spartoo parce que la marque quand même elle a une certaine notoriété, ça retombe un peu sur ces indépendants. Alors oui, parce que quand un client vient sur Spartoo et cherche des produits qu'un détaillant vend, il va retrouver le produit sur le site. Et si vous regardez sur Spartoo, il y a un onglet qui s'appelle La mode autrement, et vous pouvez sélectionner la carte de la France et aller sur votre indépendant dans votre ville et voir s'il vend des produits et lui acheter. Il y a eu une rupture ou pas pour toi durant parce que la grande question c'est donc c'est quoi, hausse, allez on va dire 25-30% sans doute du commerce digital. Sans lendemain, ça va retomber ou au contraire il y a un virage qui a été pris? Je pense qu'il y a forcément un énorme effet d'aubaine, au sens où les magasins étant fermés, ayant cette anxiété d'aller dans les boutiques, de retourner dans les boutiques, qui fait qu'il y a énormément d'acquisition de nouveaux clients. Ce qu'il faut quand même savoir sur l'Internet, parce que tout l'Internet n'a pas bien marché. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu énormément d'annulations de commandes de la part des fournisseurs ou de décalage de livraison. Donc tout l'Internet n'a pas bien fonctionné. Il y a pu avoir un effet déceptif parfois. Oui, parce que tout à fait. Un effet déceptif parce que on produit partout dans le monde, certains grands imports, certains circuits courts, mais beaucoup de pays ont été confinés. Donc quand vous avez des produits comme la chaussure où ça part de la vache et on arrive à une chaussure, il y a énormément d'étapes au milieu. Donc avec les confinements de tous ces pays-là, ça a créé énormément de retard et de nombreuses annulations. 25% d'annulations sur nos commandes, sur nos carnets de commandes divers. Donc ça, pour faire de la croissance à 10, 15, 20%, c'est très 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 compliqué. Donc non, on pense qu'il y a un vrai effet d'aubaine. Après, globalement, je pense que l'être humain aime partager des moments, aime se voir, échanger, avoir ces moments-là de relations humaines, parce que les sens travaillent. On a besoin de faire travailler nos sens. Donc je pense que si on tire le trait à l'infini, je pense que les gens reprendront du plaisir à reconsommer, reprendront du plaisir à aller en magasin, tu veux dire? En magasin, oui, ça, j'ai pas de doute. Mais en magasin, y compris pour des chaussures, y compris pour de l'habillement, y compris pour... Après, je pense néanmoins dans le même temps qu'il est très important
que les magasins et surtout les indépendants se digitalisent et viennent aussi apporter ce niveau de service pour les consommateurs qui sont de plus en plus exigeants en termes de prix, en termes d'offres, etc. Et là, ils ont enfin, on l'a raconté 10 fois sur Bismart, mais l'idée de même pas avoir les adresses mail de ses bons clients pour leur envoyer des petits mots pendant que les magasins sont fermés, ça c'est des trucs qui... Enfin voilà, c'est des leçons qui ont été apprises, je pense, par exemple. Je pense que là, ils ont pris conscience de l'importance que ça peut avoir de mieux appréhender sa donnée client, de plus les suivre et de créer une vraie relation. Bien sûr. Et pas uniquement un point de stockage. Et en fait, le digital, c'est de la richesse en plus dans la relation. Exactement. Ce qu'on n'avait pas forcément en tête. Non. On pensait que c'était la fin de la relation, en fait. Le digital, c'est tout le contraire. Les gros, comme Google, Facebook, ont très bien compris que la data autour du client est une mine d'or. Mais ils ne me parlent pas beaucoup, Google, tu vois. Alors que celui chez qui je vais acheter des chaussures si j'ai 4 gamins, c'est pas mal s'il me parle. C'est encore mieux. C'est encore mieux. Bon, merci Boris pour tout ça. Merci Stéphane de nous inviter. Boris Saragalia, patron de Spartoo et donc fédérant un certain nombre d'indépendants, était notre premier invité sur Bismart. On continue les amis.